Cette œuvre de Raoux, peintre montpelliérain, est un peu particulière. C'est en effet ce que l'on appelait alors le morceau de réception à l'Académie royale de peinture et de sculpture, cette institution créée au milieu du XVIIe siècle afin de porter à un très haut niveau l'enseignement de la peinture et de la sculpture en France. Raoux avait obtenu à 27 ans un premier prix de Rome et, après un long séjour de perfectionnement en Italie, il venait rejoindre le cercle prestigieux des académiciens en présentant un tableau composé sur un thème donné par ses pairs, un peu comme le discours que prononce aujourd'hui le nouvel élu entrant à l'Académie française. Il faut faire honneur à son nouveau statut et montrer aux académiciens l'étendue de son talent. Il doit donc se surpasser face à ces érudits, fins connaisseurs de la peinture et de la mythologie. Le sujet qu'il doit traiter, le mythe de Pygmalion, est tiré des Métamorphoses d'Ovide, une suite de récits sur le thème des métamorphoses issus de la mythologie grecque et romaine. En voici un court résumé. Pygmalion est sculpteur, mais aussi prince ou roi de Chypre. Il vit en célibataire, hostile au mariage à cause de la conduite prétendument répréhensible des femmes de son pays. Il décide alors de sculpter dans l'ivoire une femme plus belle que nature. Et l'artiste s'éprend de son œuvre. Tour à tour, il lui parle, il l'étreint, il la comble de caresses et lui prodigue les dons chers aux jeunes filles. Coquillages, pierres brillantes, fleurs de 1000 couleurs. À ses doigts étincellent des diamants, à son cou de superbes colliers, à ses oreilles de légers anneaux, sur sa gorge des chaînes d'or. Tout lui sied, et nue, elle semble encore plus belle. Arrive la fête de Vénus. Chypre tout entière célèbre cette fameuse journée. On sacrifie des génisses à la déesse. Pygmalion dépose son offrande sur l'autel et, d'une voix timide, il lui demande « Vénus, si tout vous est possible, donnez-moi une épouse, semblable à ma Vierge d'ivoire. » Vénus l'entend. Elle comprend ses vœux et l'engage à rentrer chez lui. Il vole vers l'objet de sa flamme, couvre la statue de baisers. Miracle! Ses lèvres sont tièdes. D'une main tremblante, il interroge le cœur. L'ivoire ému s'attendrit. Il a quitté sa dureté première. Il fléchit sous ses doigts. La Vierge sent les baisers qu'il lui donne, car elle a rougi. Ses yeux, timides, s'ouvrent à la lumière, et elle voit son amant. Cet hymen est l'ouvrage de la déesse. Alors, l'artiste, dans l'effusion de sa reconnaissance, répand tout son cœur aux pieds de Vénus. Voilà ce que Raoux doit traduire en peinture. Et de plus, c'est une histoire qui se déroule dans le temps. Il doit donc choisir un moment précis du récit, puisque la peinture est statique, mais aussi montrer ou évoquer ce qui s'est passé avant et ce qui se passera après l'instant représenté. Eh bien, en lisant la peinture, on peut voir que tout y est, soit en clair, parfois aidé par la présence d'intercesseurs comme les poutis, soit suggéré subtilement au spectateur par des détails signifiants. En premier lieu, il faut fixer le cadre. Nous sommes dans la riche demeure de Pygmalion, un vaste palais faisant référence au monde grec. Les colonnes supportant triglyphes et métopes sont directement empruntées au Parthénon. Au fond, un atelier de sculpteur où travaillent 2 apprentis, ce qui signifie que Pygmalion a transporté ses outils et la statue dans sa chambre, non loin du lit, que l'on voit à droite à moitié caché par une tenture verte, ce qui laisse élégamment supposer bien des choses. À gauche, une statue désigne du doigt un bas-relief représentant Débutade, le potier grec dont la fille eut l'idée de tracer sur un mur le contour de l'ombre de son amant. Le potier en fit alors un modèle en appliquant de l'argile sous trait. Cette histoire est connue comme étant le mythe fondateur de la peinture et de la sculpture, en permettant de reproduire fidèlement une image du vivant. Avec ce détail, Raoux adresse un double clin d'œil aux contemplateurs de l'œuvre. D'une part, il leur signifie qu'il connaît bien ses classiques, et d'autre part, il présente ce mythe comme l'inverse de celui de Pygmalion qui, lui,
par son art, donne vie à une image. La représentation du sculpteur est volontairement ambiguë, ou plutôt, devrait-on dire, polysémique. Il est à demi agenouillé et échange un regard avec la déesse Vénus, venue en coup de vent sur son petit nuage donner vie à la statue. D'autre part, le geste des bras de l'artiste, les doigts écartés, suggère autant l'étonnement que le ravissement. Il est donc à la fois dans une position de prière, mais il signifie aussi sa satisfaction et manifeste ses remerciements à la déesse, ce qui correspond à chaque étape du récit d'Ovide. « Donnez-moi une épouse », Vénus l'entend, il se répand en reconnaissance. Mais comment sait-on qu'il va épouser sa statue que l'on voit progressivement prendre chair à partir de la caresse de Vénus? C'est là qu'intervient un personnage secondaire, l'hymen, figure hermaphrodite qui porte à sa main gauche la flamme de l'amour, tandis que sa main droite saisit le bras encore statufié de la jeune femme pour conduire celle-ci à Pygmalion. La subtile composition de Raoux nous invite par ailleurs à percevoir, entre les trois femmes, un cercle subliminal qu'il est légitime d'interpréter comme un anneau nuptial. Deux blanches colombes, enfin, qui se bécotent au-dessus des protagonistes, nous rassurent quant à la pureté et à la légitimité de cette future union. Restent quelques détails pour compléter la scène, en particulier les cadeaux et les manifestations délicates que Pygmalion prodigue à sa statue. Celui-ci étant déjà bien occupé, ce sont les poutis, ces petits amours associés à Vénus, qui seront chargés de matérialiser les attentions amoureuses de Pygmalion envers sa statue. L'un choisit dans un coffre les perles, les colliers, les chaînes d'or et les diamants pour emparer la statue. Un autre porte une corbeille remplie de fleurs et de diadèmes destinés à orner sa chevelure. Un troisième, enfin, interroge le cœur d'une main tremblante pour constater que l'ivoire a laissé place à la chair vivante qui cède délicatement à la pression sensuelle de ses doigts. La mission de Raoux fut couronnée de succès. Son titre d'académicien lui permit d'obtenir le titre de peintre du roi et d'obtenir ainsi de nombreuses commandes. Le tableau est-il un chef-d'œuvre pour autant? Probablement pas. Déjà, la notion de chef-d'œuvre est très subjective et dépend de nombreux paramètres dont certains sont aléatoires et souvent propres à une époque. Actuellement, l'histoire de l'art a tendance à privilégier l'apport d'une nouveauté ou la marque d'une rupture, et le tableau de Raoux n'entre pas dans cette catégorie, contrairement à l'œuvre devenue célèbre d'un autre peintre, présenté également comme morceau de réception à l'Académie la même année, et qui va forcément faire de l'ombre à Raoux pour la postérité. Il s'agit du pèlerinage à l'île de Cythère d'Antoine Watteau, mais c'est une toute autre histoire.